L'actualité internationale sur Eden Télévision, c'est tout de suite et maintenant dans les clés du monde avec vous, James William Ogbagidi. Bonjour. Bonjour à vous, Tranquillien Cap-Benotin. Bienvenue, bon retour sur les antennes et bonjour à tous les amis auditeurs et téléspectateurs. Merci à vous, James William Ogbagidi. La force multinationale de lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest, le G5 Sahel, peine à entrer pleinement en exercice en cause la réticence des États-Unis et les divergences de point de vue bien entendu sur la stratégie à mettre en œuvre. G5 Sahel, quelle stratégie pour quelle viabilité? C'est le thème que nous abordons avec vous. En quelques mots, rappelez-nous un peu ce que c'est que le G5 Sahel. Merci Tranquillin. Le G5 Sahel, c'est donc cette organisation internationale mise en place à l'instigation de la France pour couvrir donc les pays concernés par la région du Sahel que nous voyons ici à l'écran, qui est cette bande qui sépare le nord, c'est-à-dire la zone désertique, le Sahara, et les zones boisées du sud que sont les pays au sud donc de cette bande qui est le Sahel. Donc le Sahel est donc cette région qui malheureusement est pratiquement colonisée par ces bandes armées nombreuses qui sévissent notamment dans le trafic de drogue, mais surtout dans le terrorisme transfrontalier, qui sont partis de l'Algérie, de la Libye, et qui aujourd'hui ont plein pied au Mali, un peu en Mauritanie, au Niger, au Tchad, et puis ils sont en connexion également avec le groupe Boko Haram qui sévit au Nigeria. Ce qui donc a conduit les pays concernés que nous voyons sur l'écran, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, à l'instigation de la France, avec le soutien de la France, à mettre en place donc cette force une force multinationale qui est donc le centre même de cette organisation. Sinon, le G5 Sahel ne s'occupe pas seulement de sécurité, mais effectivement, la question primordiale, c'est la sécurité. Il y a également des questions de développement, des questions de gouvernance, la mise en place d'infrastructures, les stratégies pour la résilience, notamment face à la sécheresse ou face aux problèmes climatiques en général. Donc le G5 Sahel a pour objectif de permettre à tous ces États-là non seulement de lutter contre le terrorisme transfrontalier qui s'est développé un peu sur leur territoire respectif et qui va d'un pays à un autre, c'est là même l'explication du terme transfrontalier, et pour leur permettre d'atteindre un niveau de développement plus convenable. Et pour la phase opérationnelle de cette force, quelles sont les stratégies envisagées? Alors, pour mettre en branle cette force qui, je le signale, doit compter à terme 5000 hommes provenant pour la plupart donc, des pays membres et soutenus de point de vue logistique par la France, en tout cas aujourd'hui, c'est ce qui se dessine par l'Union européenne. On a prévu donc le déploiement de cette force de plusieurs manières. La première, celle que les États membres, les présidents membres de cette force auraient souhaité, c'est que une résolution du Conseil de sécurité vienne entériner la naissance du G5 Sahel en tant que force militaire de protection de la région du Sahel et de lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel. À partir de ce moment-là, cela devra impliquer un investissement de la part de l'Organisation des Nations Unies, un financement comme celui de l'AMISOM au niveau de la Somalie. Mais la stratégie en question, cette stratégie-là, en tout cas, n'est pas encore validée. Il y a une autre perspective, c'est de partager la région en 3 zones. Donc, pour le déploiement militaire concernera d'abord la zone centrale qui est le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et ces 3 pays-là seront le centre même de ce déploiement militaire. Et puis, les autres pays vont la région ouest dans laquelle se trouve la Mauritanie et la région est où se trouve le Tchad vont contribuer par la suite ou seront intéressés par la suite. Donc, dans un premier temps, il s'agirait de cette méthode de déploiement. Et cette méthode-là ne plaît pas beaucoup aux États membres puisque certains seront un peu marginalisés
si le déploiement de la force du G5 Sahel doit se dérouler de cette manière-là. Et puis il y a d'autres stratégies, hein, c'est que il y a certains pays comme les États-Unis qui préfèrent soutenir cette force, ne pas l'intégrer au dispositif international des Nations Unies, mais lui accorder un soutien extérieur, sommaire, parfois même il est envisagé un soutien quand même de qualité et en termes de financement également. Mais à l'heure actuelle, toutes ces stratégies de déploiement qui sont envisagées ne sont pas encore mises en œuvre. En attendant, c'est la force Barkhane de la France qui continue de lutter contre les extrémistes dans la région. Et puis on sait très bien, on sait désormais que les États-Unis d'Amérique ont également des forces positionnées au Niger, puisque à l'occasion d'un incident récent, 4 soldats américains ont été tués par des djihadistes à la frontière avec le Mali. Et on a su donc que les Américains également avaient des forces sur le terrain. Sinon, c'était dans la plus grande opacité. James William Gbagidi le savait, le dernier décret du président américain anti-immigration mettait en cause le Tchad. Cela pourrait-il expliquer le fait que les États-Unis d'Amérique soient si réticents à financer la phase opérationnelle G5 Sahel? Bon, il faut dire que effectivement le Tchad est apparu dans la liste des pays dont les ressortissants ne sont pas désirés aux États-Unis. Entre-temps, heureusement, il y a un juge de Hawaï qui a retoqué ce décret, encore une fois. Mais le gouvernement tchadien voit d'un mauvais œil cette décision qui a été prise et qui catégorise le Tchad désormais comme un pays très peu sûr, un pays qui ne contribue pas à la lutte contre le terrorisme international. Il n'y a pas eu de souci. On peut voir un peu l'attitude du président de Trump comme une forme de sanction à l'encontre de Idriss Déby Itno qui, à l'occasion d'un récent sommet, n'a pas voulu faire le déplacement des États-Unis, n'a pas voulu non plus faire le déplacement en France et qui apparaît de plus en plus isolé, en tout cas présenté comme isolé par certains médias internationaux du fait qu'il ne veut pas s'impliquer dans certaines pratiques qui relèvent, me semble-t-il, de manœuvres pour maintenir certaines puissances internationales sur le continent. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que les États-Unis, au-delà de Idriss Déby, dont la longévité au pouvoir pose problème toujours quand il s'agit de parler de ces gens-là, il y a également le fait que les États-Unis sont arc-boutés sur une position nouvelle, celle apportée par Donald Trump depuis son arrivée au pouvoir, c'est ne plus financer le fonctionnement des Nations Unies. Et donc, en acceptant la prise d'une résolution pour le G5 Sahel, il serait obligé de financer le G5 Sahel par donc le biais de l'ONU. Et cette politique n'est pas envisagée, en tout cas n'est pas acceptée pour le moment par Donald Trump. Et on sait très bien que le président américain, comme un yo-yo, il lui arrive de changer d'avis de temps en temps. Dans ces conditions, James William Gbagidi, quelles sont donc les perspectives pour le G5 Sahel? Pour le moment, le G5 Sahel, il a quand même déjà évolué un peu. Il y a 108 millions déjà d'euros qui ont été mobilisés sur les 250 millions dont il a besoin par an. Donc, on est à un peu moins de la moitié de ces montants-là. Si on ajoute les 50 millions d'euros que les États-Unis promettent donner, ça fait déjà quand même 158 millions d'euros. On continue d'évoluer vers un montant convenable. Et puis, avec ces montants-là, je pense que les États du G5 Sahel pourraient avoir les moyens de leur déploiement. Mais au-delà de ça, il faut aussi noter qu'il y a aujourd'hui, de la part notamment du Tchad, la volonté de fédérer les forces à l'intérieur et de faire en sorte que le G5 Sahel puisse être autonome vis-à-vis des puissances extérieures. Et c'est ce genre de perspective qui pourrait permettre au G5 Sahel de fonctionner, d'aller de l'avant. De toute façon, si la France apporte son soutien, comme elle a choisi de le faire jusqu'à présent, ça devrait permettre au G5 Sahel de fonctionner et de lutter efficacement. Bon, efficacement, pas aussi efficacement que si les Nations Unies étaient derrière, mais efficacement quelque peu contre le terrorisme dans la sous-région. Merci à vous, James William Gbagidi. Vous décryptiez pour nous le thème G5 Sahel. Quelle stratégie pour quelle viabilité?